Donc, habituellement, quand on est comme ça à distance, je donne le cours de mon bureau à TK. Aujourd'hui, je le donne de chez moi. Donc, c'est possible que j'ai mes petits assistants là qui passent de temps en temps me déranger. Donc, vous m'excusez d'avance pour ça. Et voilà. Donc, je vous mets sur le deuxième écran, sans plus attendre, et partons le bal. Donc, si je nous amène sur le canal de notre cours, sur le canal de notre cours périphérique et objets connectés, donc on a déjà parcouru quand même une belle quantité de chemin ensemble cette session, mais vu rapidement, on a vu en C# comment est-ce qu'on pouvait utiliser la classe Serial Port pour faire de la communication série. On sait que sur le Raspberry Pi, on a un port série, mais on n'a pas encore appris comment faire de la communication série avec le Raspberry Pi. Le but final étant que l'interface C# qu'on a créée en début de session nous permette de contrôler le Raspberry Pi, donc d'être capable de lui envoyer des bytes pour que le Raspberry Pi allume ou éteigne des lumières ou pour que le Raspberry Pi nous envoie l'état des capteurs et qu'on mette à jour notre interface usagée. On avait commencé à faire de la programmation réseau en Java, mais on l'a mis de côté quand on a tous reçu nos Raspberry Pi parce que je voulais passer un peu à l'électronique. Parce que pour moi, la programmation, c'est quelque chose qui est plus rapide pour vous à acquérir parce que vous êtes en info de gestion, alors que l'électronique, ça nous prenait, je jugeais, un certain temps pour asseoir nos compétences. Mais ultimement, on veut que notre Raspberry Pi, on soit capable de le contrôler à travers une application desktop, mais qui communique sur le réseau. Donc, pas avec un lien physique comme du RS-232, pas avec un lien sériel, mais à travers le réseau. Donc, dans les semaines qui vont venir, on va voir comment faire de la programmation réseau en Python. On va voir comment faire de la programmation réseau en Java. On va voir aussi comment faire de la programmation réseau en C#. Donc, utiliser le protocole TCP/IP ou UDP avec des classes déjà préexistantes dans ces langages pour nous permettre d'envoyer des bytes à travers le réseau à une adresse IP en particulier, à un numéro de port en particulier. Évidemment, notre Raspberry Pi en Python va être capable de recevoir ou d'envoyer des informations à nos applications desktop, Python, Java ou C#. Présentement, on est en train de monter notre système d'alarme. Pour être franc, je trouve que ça traîne un peu au niveau de la plaquette d'expérimentation. Les schémas ont été donnés. N'oubliez pas que c'est un cours. Donc, individuellement, on doit tous être capable de réaliser notre système de sécurité. Je l'ai dit quand on s'est vu plus tôt cette semaine, lundi, que j'ai pas de problème à ce que vous travaillez en équipe pour comprendre, mais ultimement, dans un examen pratique certificatif, chacun devra avoir son Raspberry Pi, chacun devra être capable de me démontrer la fonctionnalité. Donc, c'est important que ceux qui ne l'ont pas encore se le procurent et commencent à comprendre comment le brancher. La même chose pour la plaquette d'expérimentation. Qu'est-ce qui est connecté, qu'est-ce qui n'est pas connecté, comment brancher le Raspberry Pi dessus. On a passé presque 3 semaines à faire ça, à faire des schémas, à le démontrer. Et ça fait partie des compétences du cours. Il faut que vous soyez tous capables de brancher quelque chose physiquement sur une plaquette d'expérimentation. Donc, je vous le rappelle, je vous mets en garde contre ça. Par rapport à ça, parce que ça va être évalué. Donc, où on est rendu présentement dans notre cours, on va finir de monter notre circuit. Vous devriez déjà avoir commencé ou terminé de réaliser le code du système de sécurité. C'est un code que j'ai fait moi-même. Je vous l'ai démontré, je crois, dans un petit vidéo et même physiquement en classe lors de cette mémorable journée qui est immortalisée ici par vos photos. Ça va? Donc, mais si je ne me trompe pas, donnez-moi 2 secondes. Labo domotique, non. Il est où? C'est ça, ici. Donc, parfait. Donc, vous avez un petit vidéo ici qui vous montrait le fonctionnement de base du système de sécurité. C'est un code que
je me suis amusé à faire la veille du cours où je voulais présenter, qui n'a pas plus d'une trentaine de lignes. Si on enlève toute l'initialisation des différentes entrées et sorties, la logique elle-même de la programmation n'a pas plus qu'une trentaine de lignes. Donc, je m'attends à ce que le programme soit prêt d'ici la semaine prochaine et qu'il vous reste du moins seulement à faire les branchements sur la plaquette. Parce que notre prochaine étape, et je vous avais déjà donné un indice, c'était en fait d'utiliser un module, le module request, qui est un module qui nous permet de faire quoi? Qui nous permet de créer des objets JSON. Donc, bon, je dis objet JSON, mais en fait, ici en Python, on parle plutôt d'un dictionnaire. Ça va? Quand on utilise les accolades en Python, on est en train de définir un dictionnaire, et un dictionnaire a une clé et a une valeur associée à cette clé. Mais quand on regarde le dictionnaire, qui est un type de données Python, quand on le regarde vraiment, on voit que ça a la même structure qu'un objet JSON. Ça va? Donc, avec la méthode post de la classe request, qui est évidemment aussi une méthode get, on est capable de préciser le URL qu'on vise. Ici, on a test.php, mais ça pourrait être un serveur Node, ça pourrait être un serveur ASP, ça pourrait être un serveur Python. Ça va? Donc, on spécifie un URL et on spécifie que les paramètres qu'on envoie par la méthode post sont les paramètres qui sont contenus dans notre dictionnaire juste ici. Et voilà, notre information a été envoyée à un script PHP ou à un script ASP ou à une route sur un serveur Node. Et on sait très bien côté serveur comment récupérer ces informations et les insérer dans la base de données. Donc, les prochaines itérations de nos systèmes de sécurité, quand le système de sécurité va tomber en alarme, non seulement il va afficher sur l'afficheur 7 segments la zone qui est en alarme, mais il va aussi envoyer par poste dans une base de données le statut des différentes zones. Donc, zone 1, OK. Zone 2, OK. Zone 3, en alarme. Zone 4, OK. Et ça nous permettra de créer une interface web qui sera capable de faire quoi? Qui sera capable d'aller récupérer les informations dans notre table, dans notre base de données, et donc de nous afficher dans une page web quelle zone du système de sécurité qui roule chez nous présentement est en alarme ou non. Puisque l'information sera dans une base de données externe, ça nous permettra aussi à travers une application mobile, d'être capable d'aller attaquer la même base de données et d'afficher dans notre application mobile l'état du système de sécurité qui est chez nous. Donc, ça va nous permettre de combiner nos différents cours. L'itération suivante va nous permettre de faire quoi? Présentement, notre Raspberry Pi, donc pour être capable de voir l'état des différentes zones, oui, on regarde sur l'afficheur 7 segments ce qui se passe. On va bientôt voir comment aussi être en mesure de connaître son état à travers une application mobile et à travers une application web. Mais un Raspberry Pi, c'est un ordinateur. Donc, qu'on peut programmer en Python, donc on peut lui créer sa propre interface usager. On est capable de mettre un petit écran tactile sur le Raspberry Pi ou un écran de télé ou un écran d'ordinateur avec le câble HDMI. On est capable de créer une interface usager comme celle qu'on a créée en C# en début de session. Et à travers cette interface usager, on va pouvoir directement voir à l'écran quel est l'état des différentes zones de notre système de sécurité. Et mieux que ça encore, on aura des boutons ou des switches dans notre interface usager qui nous permettront d'activer ou de désactiver certaines sorties de notre Raspberry Pi. Ça va? Donc, c'est le plan de match. Là, je viens de vous décrire en réalité les différents laboratoires qu'on va attaquer dans les semaines à venir, toujours autour du thème du système de sécurité. Mohamed, je vois ta main levée. Juste te demander par rapport à la programmation du Python. Il faut peut-être parler un peu plus fort, Mohamed. On ne t'entend pas très fort. Oui. Ah, c'est bon. Monter mon volume, ça va. C'était mon volume. Ah, ok.
Juste te demander par rapport à la programmation du Python. C'est soit on utilise PyCharm pour une petite programmation sur notre laptop, soit on fait une programmation Python sur Raspberry Pi. On va prendre lequel, celui de Raspberry Pi ou bien celui de PyCharm, parce que si on utilise Raspberry Pi, c'est comme tu dis qu'on va tester sur notre plaquette électronique avec Ben, des déjà, l'éditeur ou l'outil de programmation n'importe pas vraiment, ça revient à la même chose. Pourquoi? Euh, euh, donc, si tu travailles avec PyCharm sur ton ordinateur, ben, tu vas être obligé de transférer ton programme sur ton Raspberry Pi éventuellement. Et moi, je vous avais fait une démo, par exemple, où sur mon ordinateur, j'étais dans Visual Studio Code. Donc, je développais sur mon ordinateur et après, je faisais des pushes sur Git. Et sur mon Raspberry Pi, je faisais des pulls pour récupérer le code. Le problème en faisant ça, c'est que ton ordinateur n'est pas un système d'exploitation Linux. Et plusieurs des modules dont on a besoin pour le Raspberry Pi sont des modules qui roulent sur Linux. Donc, si tu es sur PyCharm, par exemple, sur ton ordinateur et que tu essaies de les installer, ça ne va pas marcher. Donc, moi, je vous suggère de programmer directement dans le Raspberry Pi avec son éditeur là, qui s'appelle Tony quelque chose, comme ça. Ça va? Donc, avec l'éditeur qui est là par défaut, on peut installer l'éditeur de texte qu'on veut, Vim, Brackets, et en passant, PyCharm, ça s'installe sur Linux. Donc, PyCharm, ça peut s'installer directement sur le Raspberry Pi. Je crois que ça répond à ta question. J'ai une suggestion. Mhm. On peut programmer le Python sur notre laptop et puis on peut utiliser le Git comme ça on peut prendre le Git sur Raspberry Pi. Ça, c'est une bonne idée. Oui, comme je dis, c'est ce que je vous ai Ouais, proposé, c'est ça. mais encore une fois, mieux encore, tu peux installer PyCharm sur ton Raspberry Pi, tu peux installer Git sur ton, quoique Git est natif sur Linux. Donc, non seulement tu as l'environnement que tu aimes sur ton Raspberry Pi qui est PyCharm, mais en plus tu peux versionner les itérations de ton code sur Git directement à partir de ton Raspberry Pi. Ça va? Parfait. Donc, pour être capable de créer cette fameuse interface usagée, évidemment, il faut faire de la programmation orientée objet, parce qu'un bouton, une switch, un bouton radio, un combo box, une fenêtre, ce sont des objets. Donc, avant de présenter des librairies graphiques Python, il y en a plusieurs qui existent, elles font tous grosso modo la même chose. Moi, je vais en choisir une assez populaire qui nous permet de faire ce qu'on a besoin de faire. Il faut d'abord qu'on soit à l'aise avec les notions de programmation orientée objet en Python. Donc, c'est-à-dire comment créer des classes, pardon, donc la création des classes, les constructeurs, les getters, les setters, l'héritage, l'encapsulation, le polymorphisme, bref, les choses standards qu'on doit connaître en orienté objet pour un langage orienté objet X. Donc, dans votre CV, vous allez mettre le Python, le C Sharp, le Java, le Kotlin, le PHP, et vous allez dire que vous connaissez la programmation orientée objet, la programmation POO. Donc, ben, l'employeur va s'attendre à ce que l'héritage, l'encapsulation, le polymorphisme, etc., que vous soyez en mesure de l'implémenter dans ces différents langages. Donc, c'est une introduction à la programmation orientée objet en Python que je vais faire avec vous aujourd'hui, parce que si je ne me trompe pas, vous n'avez pas vu ces notions dans votre cours de Python de première session, ni dans votre cours d'intelligence artificielle. Vous avez vu comment créer des classes, comment faire de l'héritage? Je crois que non. C'est bien ça? Sur Python, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Oui, Oui. parfait. Non, on n'a pas. OK. Donc, allons-y. Donc, ça va être du nouveau et du standard en même temps. Pourquoi? Parce que, ben, vous le savez, une classe est une classe, un constructeur est un constructeur, l'héritage, c'est l'héritage. Donc, les concepts, ils sont déjà là. On va passer peut-être un peu moins de temps sur l'explication des concepts et beaucoup plus de temps sur la syntaxe elle-même. Donc,
je vais, sans plus attendre, passer en mode programmation. Donc, j'ai ouvert PyCharm ici. Moi, j'aime bien souvent utiliser Notepad, pas Notepad++, mais Visual Studio Code. Mais j'ai vu que plusieurs d'entre vous étaient en amour avec PyCharm. Donc, je me plie à votre volonté et je suis sur PyCharm. Ça va? Steve vous a forcé à tomber en amour avec PyCharm, c'est ça? Parfait. Donnez-moi juste une petite seconde. Excusez-moi pour le petit délai. Merci. OK, allons-y. Donc, lançons-nous. Quand on a décidé d'utiliser la librairie PyZero, ça va, qui nous permettait de configurer les paths ou les pins de notre Raspberry Pi en entrée ou en sortie avec les classes LED, les classes button, les classes PWM LED. Donc, on avait toutes sortes de classes, toutes sortes d'objets. Quelqu'un les a créés, ces classes. Quelqu'un les a créés, ces objets. Quelqu'un leur a donné des attributs, des getters, des setters, des méthodes. Tous les concepts qu'on connaît déjà. Une variable statique dans une classe en C# ou en Java, ou une fonction statique en C# ou en Java. Comment est-ce que je représente ces concepts-là en Python? Donc, lançons-nous. Et si vous le permettez, je vais brancher mon laptop. Et dans un deuxième temps, on va y aller encore une fois avec mon exemple favori, la classe étudiant. Voilà. Donc, pourquoi? Parce qu'on sait très bien comment coder la classe étudiant dans les différents langages de programmation orientée objet qui nous ont été donnés d'apprendre jusqu'à ce stade-ci dans notre formation. Donc, allons-y. Pour créer une classe en Python, c'est relativement simple. On commence par le mot-clé classe, suivi du nom de la fameuse classe. Donc, allons-y, étudiant. Et comme pas mal tout en Python, la déclaration d'une fonction, la déclaration d'une structure de décision, la déclaration d'une structure de répétition, on a un magnifique 2 points. Enter, et on n'oublie pas l'indentation qui est d'un tab ou de 4 espaces. Et ici, je vais tout simplement taper pass. Donc, qu'est-ce que je viens de faire ici? Je viens de créer un objet étudiant qui ne contient aucun attribut, qui ne contient aucune fonction, qui ne contient aucun getter, aucun setter, mais qui a un constructeur par défaut. La preuve, je vais venir ici plus bas et je vais faire E1, ça va, E1, étudiant. Et je vais faire un magnifique print de quoi? De E1. Qu'est-ce qui se passe en Java quand je fais un system.out.println sur une classe, sur un objet? Ou encore, qu'est-ce qui se passe en C# quand je fais un system.out.println, console.writeLine sur un objet? Qu'est-ce qui se passe? Question à l'auditoire. Répète la question. En Java, prenons le Java, parce que c'est celui qui est le plus proche de nous, disons. Que se passerait-il si j'étais dans un code Java, que E est un objet Java et que je faisais un system.out.println de l'objet E? Le compilateur Java ferait quoi? Il va imprimer toutes les informations de notre objet. Il va, oui et non. Si on a override la méthode toString,
toute l'information, tous les attributs de notre objet vont être imprimés. Mais si on n'a pas override la méthode toString, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le compilateur va tout simplement nous donner le nom de la classe et il va nous donner l'adresse à laquelle elle se trouve. Donc, dans Android Studio, vous avez souvent un petit A commercial avec un chiffre à côté. Ça nous donne l'adresse où cet objet est stocké en mémoire. Ça va? Donc, si j'exécute le bout de code actuel, faisons un petit... vous voyez, il n'y a pas d'erreur, ça n'a pas planté. Mais regardez, donc, étudiant object, ça va? Donc, ça me dit que E1 est un objet de type étudiant et qu'il se trouve à cette adresse-ci en mémoire. Ça va? Donc, le comportement ici est exactement le même comportement que dans tous les autres langages orientés objets. Si j'essaye d'imprimer un objet sans avoir override, et on verra comment faire des overrides, donc comment faire du polymorphisme, sans avoir override sa méthode toString, ben par défaut, mon langage ne sait pas c'est quoi un étudiant. Tout ce qu'il sait, c'est que E1 est un objet de type étudiant. Donc, il va me le dire et il va m'indiquer à quel endroit c'est stocké en mémoire sur mon ordinateur. Ça va jusque-là pour tout le monde? Oui, monsieur, ça va. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, rajoutons un constructeur à notre fameux objet étudiant. Ça va? Donc, je vais me débarrasser de ceci. Je vais enlever le pass et un constructeur est une fonction. Ça va? Donc, en Python, les fonctions commencent par def. Et le constructeur est une fonction un peu spéciale en Python. Et donc, toutes les fonctions spéciales, toutes les fonctions particulières en Python commencent par underscore, underscore. Et ici, on envoie toute une série. Donc, underscore, underscore, str, underscore, underscore, c'est l'équivalent de la méthode toString qu'on va override tout à l'heure. Pourquoi? Pour permettre à notre objet, lorsqu'on essaie de le print, ben, pour définir comment est-ce qu'il doit s'imprimer. On a la méthode add qui nous permet d'override l'opérateur plus. Si j'additionne un étudiant avec un étudiant, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui doit être fait comme calcul? Donc, c'est ce qu'on appelle la surcharge des opérateurs dans les autres langages. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est... excusez-moi. Donc, underscore, underscore, init. Ça va? Et on est en présence de notre fameux def init. C'est bon. Donc, on est en présence de notre... voilà. On est en présence de notre fameux constructeur. Donc, un peu comme en PHP ou en PHP orienté objet, je pense que c'est underscore, underscore construct ou constructor, quelque chose comme ça. Donc, def init. Et à l'intérieur de ce constructeur, je vais pouvoir déclarer les paramètres que mon constructeur va recevoir. Donc, disons qu'un étudiant a un nom, donc je vais aller avec name, a un prénom, vous savez quoi? Donc, nom, prénom, ajoutons-lui un âge. C'est bon? Et ajoutons-lui, tiens, un pays d'origine. Donc, j'ai la signature ici de mon construction avec 1, 2, 3, 4 paramètres, mais en réalité, on a 5 paramètres. Le mot-clé self qui est ici, c'est l'équivalent du mot-clé this que vous connaissez des autres langages orientés objets. Et lorsque je crée une méthode, ça va, qui est une méthode d'instance, donc qui est une méthode qui appartient à l'objet, à un objet de type étudiant et non à la classe étudiant, on est toujours obligé de passer comme premier paramètre le mot-clé self. Si je ne mets pas le mot-clé self, ben, c'est comme si j'étais en train de déclarer une méthode statique et on va y revenir tout à l'heure.
Ça va jusque-là pour tout le monde? Donc, moi, dans cet étudiant, j'aimerais déclarer des attributs maintenant. Donc, je vais faire ceci. Self, point, nom, égale non. Donc, ce n'est pas très différent de ce qu'on sait déjà faire. Je dis que self, donc moi, point nom, donc l'attribut nom de la classe étudiant. Je viens de déclarer l'attribut nom de la classe étudiant et je vais l'initialiser avec quoi? Avec la variable nom ou le paramètre nom que je vais recevoir à travers la liste de paramètres de mon fameux constructeur. Et de la même façon, on va avoir un self. Prénom égale prénom. On va avoir un self. Point âge égale âge, oups, âge, et je vais avoir un self.pays égale pays. Ça va pour tout le monde jusque-là? Donc, essayons de voir si notre constructeur est vraiment un constructeur. Donc, si je redéclare E1 égale étudiant et que j'essaye de faire ceci, ça va, je n'ai donné aucun paramètre, je vais faire un print de un print de E1, donc sauvons, exécutons. Parfait. On a une explosion majeure, c'est normal. Pourquoi? Regardez ce que le compilateur nous dit. Ben, missing 4 required positional arguments. Donc, il me manque 1, 2, 3 et 4 arguments. Ça va? Parce que, comme dans tout langage de programmation orienté objet, si je ne déclare pas de constructeur, donc je l'enlève, si je ne déclare pas de constructeur, excusez-moi. Ah oui. Si je ne déclare pas de constructeur, ben, le langage m'en fournit un par défaut, le constructeur par défaut qui ne fait rien. Par contre, si je déclare un constructeur, je n'ai plus de constructeur par défaut. Si je veux un constructeur par défaut, c'est à moi de le déclarer. Donc maintenant, et c'est pour ça que ça plante, et si on veut régler le problème, ben, on n'a plus qu'à venir spécifier un nom, donc disons Tonier, un prénom Fernand, oups, un âge 37 et un pays, je vais y aller en abréviation, CMR pour Cameroun. Je fais print et voilà, ça ne plante pas. Donc, j'ai toujours un objet d'étudiant et il est stocké à une certaine adresse. Si je veux avoir accès au nom, au prénom, à l'âge ou au pays qui ont été stockés dans les attributs internes de mon étudiant, ben, on a dit que nom, prénom, âge et pays ici étaient des attributs de ma classe étudiant. Donc, j'y ai accès. J'y ai accès comment? Donc, regardez bien ce que je vais faire ici. On va aller comme ceci et c'est du Python. Donc, on est en mesure de faire le nom est égal à E1. Oups. Une seconde. Donc, je vais print. Oui. Donc, allons-y comme ceci. Donc, mon nom. Je vais mettre 2 points, c'est égal à E1 point quoi, point nom. Ça va pour tout le monde? Suivi de quoi? Suivi de mon prénom qui va être égal, encore une fois, E1 point prénom. Et suivi de, évidemment, mon âge. Donc, on va tous les mettre juste pour la démonstration. Donc, âge, 2 points. E1 point âge et finissons avec le pays qui est ça, pays, 2 points,
et E1.pi. Donc, si j'exécute, donc si je sauve et j'exécute, voilà, on voit bien que le nom de l'objet qui a été construit présentement est Tognier, son prénom Fernand, âge 35 ans, pays d'origine Cameroun. Ça nous dit quelque chose d'autre d'intéressant aussi. Ça nous dit quoi sur l'encapsulation des attributs dans une classe en Python? La question est posée à l'auditoire. Donc, quand je déclare une classe en Python, quel est le niveau d'encapsulation par défaut des attributs que je déclare à l'intérieur de mon constructeur? Self-nom, self-prénom, self-âge, quel est leur niveau d'accessibilité? C'est public. Pardon? C'est public. Ils sont publics. Parce que s'ils n'étaient pas publics, ben, je n'aurais pas pu y avoir accès juste ici. Tout le monde comprend ce qui vient de se passer? Que dois-je faire pour les rendre privés? C'est relativement simple. Regardez bien. Underscore, underscore. Underscore, underscore. Et je vais faire exprès l'âge. Je vais mettre un seul underscore. Le pays, aussi, je vais mettre 2 underscores. Et je vais exécuter. Donc, évidemment, ça plante. Ça va? Mais lisons bien ce qui est écrit. Regardez bien. Print, blablabla, bla, 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 ça a planté. Ça a planté pourquoi? Attribute error. Étudiant object has no attribute non. Ça a planté ici, donc ça a arrêté d'analyser le reste. Pourquoi il me dit que je n'ai pas d'attribut non, alors que j'en ai un? Je le sais que j'en ai un. Parce que le fait de mettre underscore, underscore, ça rend ce champ privé. Je n'y ai plus accès de l'extérieur. La preuve, regardez bien. Donc, je vais venir ici et je vais faire E1 point et je vais taper âge. Oups, âge. Je vais taper point underscore. Ah oui, excusez-moi. C'est normal que je ne le vois pas. Donc, 2 underscore, ça veut dire privé. 1 underscore, c'est protected. On se souvient de la différence entre public, privé et protected? Quelqu'un peut m'éclairer? Underscore, c'est privé. Non, la différence entre public, private et underscore. Qu'est-ce que ça change au niveau de la programmation quand je mets quelque chose public, privé et underscore et protected? Monsieur? Oui. Le public? La pizza vient d'arriver chez quelqu'un. Oui, on peut utiliser les propriétés privées partout, peu importe l'endroit, c'est-à-dire dans la classe pour les classes qui arrivent. Et le private, on l'utilise qu'à l'intérieur de chaque classe. Et le protected, on l'utilise uniquement dans les classes filles, c'est-à-dire dans les classes qui arrivent. Parfait. Donc, c'est exactement ça. Je vais résumer. Donc, public, ça rend l'attribut ou la fonction accessible partout dans la classe, partout dans les enfants de la classe et partout à l'extérieur de la classe. Alors que private, ça rend l'attribut disponible partout dans la classe, mais ces enfants sont obligés d'avoir des getters et des setters pour y avoir accès, même s'ils en héritent, alors que l'extérieur de la classe peut aussi utiliser les getters et les setters pour le manipuler, mais il n'en hérite pas. Et protected, pour le monde extérieur, c'est comme si c'était privé, mais pour la classe et ses enfants, c'est comme si c'était public. Donc, un underscore par standard, ça veut dire protected, et 2 underscore, ça veut dire, excusez-moi, voyons, ça veut dire privé. Donc, on sait qu'en orienté objet, la bonne pratique de programmation est de mettre tous les attributs privés. Ça va? À moins que une raison spécifique nous oblige à les mettre public ou protected. Donc, je vais recommencer avec mon print E1 pour qu'on voit que 1, ça compile toujours. Donc, j'ai toujours mon objet. Évidemment, il va peut-être être sauvé à des endroits différents chaque fois, mais j'ai toujours mon objet. Mais maintenant, j'ai mis tout privé
comment est-ce que je peux faire pour connaître le contenu du nom, du prénom, de l'âge, du pays? On peut créer des fonctions publiques qui vont nous donner accès, un peu comme on fait en Java. Get nom, get prénom, set nom, set prénom. Mais on peut aussi créer ce qu'on appelle des propriétés. Et je vais vous montrer les deux techniques, mais avant ça, une manière très, très simple de connaître le contenu d'un objet est de permettre à cet objet de se décrire lui-même. Donc, j'aurai deux façons de faire ça. Soit je crée une fonction publique ici qui print le nom, le prénom, l'âge et le pays, soit je fais quoi? Soit j'override la méthode, soit j'override la méthode string ou l'équivalent de toString. Donc, je vais faire un def underscore str, ça va, qui reçoit toujours self. Pourquoi? Parce que c'est une méthode de la classe. Et à l'intérieur, on va faire quoi? Je vais faire un return. On va return quoi? On va return une f string qui va contenir ce que j'ai effacé tout à l'heure et que je n'aurais pas dû effacer. Donc, on va le réécrire au complet. Donc, le nom de point. Et ça va être self, parce que je suis à l'intérieur de moi-même, c'est comme this. Donc, self point, et regardez, ils sont tous là. Ça prouve que self est bel et bien l'équivalent du mot-clé this dans les autres langages orientés objets qu'on connaît. Donc, dans le C#, le Java, et j'en passe. Donc, je vais afficher mon nom, suivi du prénom, comme ceci. Encore une fois, on y va avec un self.prénom, virgule, et ensuite on a l'âge. Donc, ces notions d'orienté objet qu'on est en train de présenter, bien évidemment, je vais m'attendre à ce que dans un examen Théo, pour notre cours de périphérique objet connecteur, on soit capable d'implémenter une classe en Python. Je vais m'attendre aussi dans les laboratoires à venir que le code qu'on va faire dans notre Raspberry Pi exploite les objets. Notre système d'alarme, par exemple, on aurait dû, si on avait vu l'orienté objet avant de commencer ce laboratoire, on aurait dû créer une classe système d'alarme avec des attributs pour chacune des zones de notre système d'alarme, avec un statut pour nous dire s'il est armé ou pas, avec une fonction pour armer le système, avec une fonction pour désarmer le système, etc., etc. Mais bref. Donc, ici, self.âge et le dernier, mais non le moindre, le pays d'origine. On va y aller avec self.pi. Parfait. Donc, maintenant, si je fais toujours mon print ici de E, sauvons d'abord le tout et je lance, je vois que, et voilà. Donc, la méthode string ici, qui est l'équivalent de toString, ben, elle est appelée automatiquement lorsqu'on appelle la fonction native Python print. Donc, elle va nous retourner ce qu'on a décidé de dévoiler comme information sur notre objet, et c'est donc ce qui va s'afficher dans la console. Ça va jusque-là pour tout le monde? Donc, comme je l'ai dit, on fait une introduction à l'orienté objet ici en Python. Des méthodes underscore, regardez, il y en a toute une panoplie. Ça va, delete, delete item, enter, equate. Si je veux égaler deux objets, si je veux voir s'ils sont égaux. Bref, pour savoir quel est le rôle de chacune d'entre elles, ben, l'idéal, c'est d'aller regarder dans la documentation Python. Ça va, mais il y en a certaines qui sont standards et qu'on devrait toujours définir. La méthode str, par exemple, la méthode init, la méthode equal, donc EQ. Si je veux savoir si deux objets sont égaux, deux objets égaux, moi, c'est peut-être si deux personnes ont le même nom, le même prénom et viennent du même pays, pour moi, c'est ça être égal. Ça va? Mais il faut que je le dise
dans mon application. Donc, en venant déclarer la méthode égale, je me compare moi avec l'autre objet de type étudiant que je reçois et je définis quels sont les critères de comparaison pour que ça retourne true. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Donc, je ne vais pas m'amuser à tous les démontrer. Quand on aura besoin d'une de ces méthodes en particulier, ben, je vous la présenterai. Mais ce qui est important de savoir, c'est que tout ce qui commence par 2 underscore et qui finit par 2 underscore est une méthode à caractère spécial. Parfait pour tous? Donc, on est capable de créer une classe, de spécifier ses attributs, et de contrôler leur accessibilité. Ça va? Donc, leur encapsulation. Si je donne un nom standard, c'est public. Si je donne un underscore, c'est protected. Donc, ce sera accessible à travers tous mes enfants. Si je donne 2 underscore, ça devient privé. Magnifique jusque-là. Donc, pas trop loin des autres langages de programmation orientés objets qu'on connaissait déjà. Donc, on a implémenté str, qui est l'équivalent d'override, la méthode toString. Mais maintenant, moi, j'aimerais donner des getters et des setters pour ces attributs qui sont là. Donc, une manière simple de le faire, qui marche, mais qui n'est pas la plus professionnelle. Donc, je vais le faire en 2 itérations. Je vais faire ce que les débutants font, puis après, je vais revenir et je vais faire ce que j'aimerais que vous fassiez. Ça va? Mais les 2 marchent. Et vous allez voir les 2 méthodes en entreprise. Donc, j'aimerais vous présenter les 2. Donc, la manière simple est de dire, ceci est privé, pas de problème. Donc, j'aimerais donc créer des méthodes publiques qui me permettent de modifier chacun de mes attributs privés et j'aimerais créer des méthodes publiques qui me permettent de récupérer chacun de mes attributs privés. Donc, je vais aller comme ceci. Donc, excusez-moi. OK. Donc, je vais aller avec un def, encore une fois, et je vais dire get underscore get non, par exemple. Non. Et évidemment, je vais lui passer self, parce qu'encore une fois, c'est une méthode qui appartient à ma fameuse classe. Def get non. Pourquoi il boude ici? Ah, c'est mon indentation. Pardon. OK. Donc, et là, qu'est-ce que je vais faire? Bien, évidemment, je vais tout simplement return quoi? Return self.non. Et de la même façon, je vais venir ici, je vais faire def et je vais faire set underscore non. C'est une méthode qui doit modifier le nom et c'est une méthode qui appartient non pas à la classe, mais à un objet de la classe. Donc, on doit lui passer self et je vais lui passer ici le nouveau nom que je veux recevoir en paramètre et on va avoir un magnifique self.nom égale non. Ça va, testons ces 2 méthodes, si vous permettez. Donc, ici, on va print l'objet, comme on le faisait déjà. Sur la ligne suivante, on va venir chercher E1, point, et on a nos 2 méthodes ici, getNom et setNom. Donc, je vais appeler setNom en lui passant, tiens, Gertrude. Voilà. Et tout de suite après, je vais faire quoi? Je vais faire E1, point, je vais faire print, comme ceci, fstring, mon nouveau nom est, et on va y aller avec E1.get. Non, cette fois-ci. Tout le monde comprend la logique? Donc, je crois qu'on ne devrait avoir perturbé personne avec ça. Et on exécute. Donc, je vois bien qu'au départ, je m'appelais Tonier Fernand, âgé de 37 ans et camerounais. Et après l'utilisation de cet nom, je m'appelle maintenant Gertrude. Ça va? Donc,
un setter et un getter standard, comme on a appris à le faire en Java ou probablement en PHP. Mais on sait que certains langages, comme le C# ou comme le Kotlin, en plus de nous permettre de créer des fonctions publiques qui agissent comme des accesseurs et comme des mutateurs, ce sont les termes UML ou les termes orientés objets, mais on peut créer quelque chose de spécifique qui s'appelle une propriété. Et c'est la syntaxe que je vais vous demander d'utiliser, comment dire, en prédilection. C'est la syntaxe que je vais préférer utiliser, celle que je vais vous montrer dans quelques secondes. Mohamed, tu as une question, je crois bien. Non, c'est bon, j'ai pas de question. Ça va? Ça va, OK. Donc, peut-être, avant de faire ça, depuis tout à l'heure, je m'amuse à dire que le self ici, il est important. Pourquoi? Parce que la fonction qui est là, et la fonction qui est là, et la fonction qui est là, ce sont des fonctions qui appartiennent à un objet de type étudiant et non à la classe étudiant. Pourquoi je dis ça? Ben, ça a rapport avec le mot-clé statique. Ça va qu'on utilisait dans les autres langages de programmation orientés objets. Est-ce que quelqu'un pourrait me rappeler quel était l'effet du mot-clé statique sur un attribut dans une classe Java ou dans une classe C#? On n'a pas compris? Non, c'était le mot final qui définissait une constante en Java et le mot, c'est ça. Donc, ce n'est pas la réponse qu'on cherche. Quelqu'un d'autre? Oui, monsieur, on peut l'utiliser, l'appeler dans une autre classe sans avoir besoin d'initialiser la classe. Exactement. Donc, le mot-clé statique, si on le mettait sur un attribut, ça voulait dire que cet attribut-là, on pouvait, pour y avoir accès, on faisait le nom de la classe, point le nom de l'attribut. Donc, on n'avait pas besoin d'avoir un objet de type étudiant pour avoir accès à une variable statique de l'étudiant. De la même façon qu'une fonction statique, on n'a pas besoin d'objet de type... on n'a pas besoin de créer l'objet pour avoir accès à la fonction. On donne juste le nom de la classe, point la fonction. Et l'exemple standard que je vous donne toujours, c'est la classe math. On fait math.pow ou math.sqrt. Donc, pow et sqrt sont des fonctions statiques de la classe math. Je n'ai pas besoin de créer d'objet de type math pour par la suite appeler une fonction sur cet objet. De la même façon, math.pi, ça va? Donc, pi qui est 3.14 et des poussières. Je n'ai pas besoin de créer d'objet de type math pour ensuite utiliser la constante pi. Je mets la classe math.pi. Ça va? Et le même concept, on l'a utilisé en Android dernièrement, lorsqu'on voulait récupérer de l'information qui provenait d'une thread ou d'un runnable. On a vu qu'on pouvait déclarer une méthode statique dans notre activité et que dans la méthode run de notre runnable ou de notre thread, on pouvait faire le nom de notre activité, point, le nom de notre méthode statique. Donc, ce concept-là existe dans tous les langages orientés objets, y compris en Python. Donc, regardez bien ce qui va se passer. Je vais faire deux choses ici. Je vais venir juste ici en haut, ça va, et je vais venir déclarer une variable. Je vais, disons, statut, parfait. Donc, statut, donc le statut d'un étudiant, soit il est présent ou absent, c'est-à-dire qu'il est déjà arrivé, présent ou absent. Donc, juste pour faire l'exemple, je vais faire ça et je vais écrire, tiens, par défaut, on est, par défaut, on va mettre présent. Okay. Je vais faire ceci pour l'instant. Ça va? On fait play, on voit que ça compile toujours. Donc, le fait d'avoir déclaré une variable ici, il n'y a pas de problème. Ça va? Maintenant, regardez ce qui va se passer. Si j'essaie de venir faire un
print sur E1.statut, ça va? Point statut, et que j'exécute. Donc, je vois mon présent qui est là. Si j'essaie de faire ceci, excusez-moi, regardez bien, je vais faire étudiant.statut et j'exécute, je vois présent. Ça va? Si maintenant, donc, si je suis capable de voir statut sur la classe étudiant et non sur un objet de type étudiant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma fameuse variable statut, elle appartient à la classe et non à un objet de la classe. Tout le monde a compris la nuance? Oui. Maintenant, allons un peu plus loin. Je vais venir ici et je vais, regardez bien, OK. OK. Je vais faire ça. Je vais faire un def et je vais dire show statut. Ah là là, excusez-moi. Donc, show statut. Ça va? Et parfait. Je vais effacer le self. Et je vais venir mettre ici à l'intérieur tout simplement print quoi? Print. Vous voyez, déjà là, j'ai un problème. Je ne suis pas en mesure de... attends. Print. Excusez-moi. J'ai appelé ça statut. Donc, print étudiant. C'est la fonction show status n'a pas besoin de parenthèse. Oui, effectivement, parce que je ne lui passe pas là, en fait, il boude, ça va? Pourquoi? Parce que je dois lui en donner, mais dès que, si je ne mets pas self, lui prend pour acquis que c'est une méthode statique. Donc, cette méthode, pour être capable de l'appeler, ben, il faudrait utiliser, en fait, ça dépend de la version du PHP, mais normalement, vous voyez que ça rajoute. PyCharm rajoute automatiquement le self. Donc, méthode, si on regarde ici, donc, method must have first parameter usually called self. Mais je fais exprès, je ne veux pas avoir un premier paramètre qui s'appelle self. Donc, regardez, attends, je vais juste lancer ça, parfait. Ça compile toujours, il n'y a pas de problème. Donc, si je fais ceci, j'ai bel et bien créé un objet de type E1. Donc, je fais E1 point et show status qui est là. Parfait. Donc, ça vient de planter. Ça a planté pourtant, show status ben, est bel et bien une méthode qui est définie à l'intérieur de ma classe. Et on voyait que ça compilait avant que j'appelle show status. Donc, ce n'est pas une erreur de syntaxe qui est faite ici. Par contre, si je fais ceci, si je fais étudiant, point show status, là, ça marche, présent. Donc, ce qu'on vient de prouver, c'est que lorsqu'on déclare une fonction à l'intérieur d'une classe et que cette fonction-là, on ne lui passe pas self comme premier paramètre, on est en train de déclarer une méthode statique en Python. Et lorsqu'on déclare un attribut à l'extérieur du constructeur, ça va? Et en fait, ici, c'est un attribut public statique, mais je pourrais le rendre privé statique.
Ça va? Le fait qu'il soit à l'extérieur du constructeur le rend statique, donc je suis obligé de donner le nom de la classe point l'attribut pour l'afficher. Tout le monde a compris les nuances ici? C'est bon? Donc, prenons encore 5 petites minutes pour pouvoir se débarrasser de quoi? De getNom et de setNom. Parce que ça, ce sont des fonctions publiques, ça va? Qui nous donnent accès à nos attributs privés. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir en bonne et due forme des propriétés. Des propriétés comme les propriétés auxquelles on est habitué en Kotlin ou des propriétés comme les propriétés auxquelles on est habitué en C#. Donc, regardez bien ce que je vais faire. Laissez-moi réfléchir 2 secondes. OK. Donc, au lieu du getNom qui est là, on va venir définir une fonction que je vais appeler nom. Donc, je vais l'appeler de la même façon que la propriété associée. Ça va pour tout le monde? Donc, on va l'appeler de la même façon que la propriété associée, sauf que c'est une fonction. Et évidemment, elle va recevoir un paramètre self et elle va nous retourner quoi? Ben, elle va nous retourner ce qu'elle est supposée nous retourner, évidemment. Donc, elle va nous retourner un self.nom. Et en haut de cette fonction, ben, on va utiliser ce qu'on appelle un décorateur, ou moi, ce que j'aime appeler souvent en ASP, des annotations. Donc, je vais faire A commercial et property. Ça va? Donc, juste ici. Et pour le getter, ce qu'on va faire, pour le getter, on va venir encore une fois définir une nouvelle fonction qui va encore une fois s'appeler nom, qui va cette fois-ci recevoir non seulement self, mais recevoir aussi le fameux nom qu'on veut recevoir, qu'on veut utiliser pour modifier notre nom actuel. Et je vais là aussi utiliser un décorateur, mais le décorateur, cette fois-ci, ça va être... oups, self. Le décorateur, cette fois-ci, ça va être nom, ça va, point, et c'est un setter que je veux ici. Donc, voici comment on déclare une propriété pour que ce soit un getter. Voici comment on déclare une propriété pour que ce soit un setter. Donc, si... excusez-moi, donc je vais me débarrasser de ça. Donc, si j'exécute, on voit que ça ne plante pas. Ça va? Donc, j'ai toujours ma méthode string qui s'exécute. On n'a pas encore utilisé notre getter et notre setter. Ce qu'on va faire, prenons une pause. En revenant de la pause, on va exploiter notre getter et notre setter. Et ensuite, ben, on va se déplacer vers l'héritage. Ça va? Comment faire de l'héritage en Python. Et ensuite, ben, comment faire du polymorphisme en Python. C'est bon pour tout le monde? Good. Donc, il est 12h04, j'ai rendu à 5. Prenons 15 minutes, donc revenons à 12h20, s'il vous plaît. Parfait. À tout de suite.